Aujourd'hui, c'était un peu la pause. J'essaye des trucs sans trop réfléchir. De la part de nos personnages. Ce qui est assez marrant, on joue sur le fait que oui, c'est pas très réfléchi, donc c'est pas une grosse critique. Néanmoins, je peux pas m'empêcher de trouver que ça va un petit peu loin dans le truc. Alors, il y a trois intrigues qui s'entremêlent dans cet épisode. Commençons par la meilleure, pour moi, la plus simple à résumer, puisque Amaya est toujours au poste à la frontière entre donc Xadia et le continent humain, je sais pas si on a donné un nom à ça, elle voit qu'il y a un avant-poste, et un avant-poste semble être complètement libéré, il y a plus les elfes là-bas, donc ils s'y rendent, il y a les gens qui ont envoyé le signal qui donnent l'impression que ça va, mais il fait un signe pour indiquer qu'il y a un danger, ce que je trouve plutôt cool. On joue vraiment sur la capacité d'Amaya à comprendre le langage des signes, et c'est pas juste pour faire joli, il y a vraiment un jeu là-dessus que je trouve très intéressant. Je trouve sincèrement pour l'instant qu'Amaya c'est le meilleur personnage, sans trop de problèmes de cette série, donc j'avoue que cette partie-là me plaît bien. Et donc elle voit le signal de danger et se rend compte qu'il y a des elfes tout autour, que c'est une sorte de guet-apens, et elle se bat avec tous les soldats contre les autres elfes. Et on va surtout se centrer sur le duel entre elle et la générale des elfes du coin, qu'elle a affronté rapidement au début de cette saison, ce me semble. Hein, il me semble bien que c'est la même. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de voir la différence d'armement, la différence de compétences. Genre, la chef des elfes, elle a une épée qui peut trancher les choses facilement. C'est le truc qu'on a mis un petit peu en place dans la saison 1, quoi. Ces armes qui ont le pouvoir de transpercer facilement plus ou moins tout. Et en plus de ça, c'est, on va dire, une elfe de feu, puisqu'elle a le pouvoir du magma en elle, et donc ça lui donne plus de puissance, ça fait des super coups de poing, et j'imagine qu'il faut pas trop la toucher de près. Malgré tout, Amaya arrive à s'en sortir et faire en sorte que les soldats aillent bien et puissent s'échapper de là sans grande perte. Et donc on est dans cette espèce de confrontation, de duel entre ces deux-là. J'ai le sentiment que ça va être un petit peu le scénario de second plan qu'on va suivre dans cette saison 2, et j'ai absolument rien contre. Pour l'instant, c'est plutôt bien fait. Même si, je dois avouer, c'est pas le plus pertinent dans l'histoire pour l'instant. C'est-à-dire, ça appuie qu'il y a un conflit, hein, ça on le savait, mais ça apporte pas grand-chose dans l'histoire centrale qu'on veut raconter. Donc ouais, seconde intrigue, Viren, qui est toujours sur son putain de miroir. Et l'espèce de mage un peu spécial avec qui il peut discuter de l'autre côté, donc il se voit à travers le miroir l'un l'autre maintenant, et le gars lui indique, parce que bon il ne parle pas directement, de rassembler certains objets. Il dit ok, vous voulez que je fasse ça, très bien. Il fait certaines préparations, il coud un symbole, il prépare une potion un peu chelou qui fume bizarrement, il la boit, il dit ah, à ton tour bois-la. Il dit ok, très bien, cul sec, oh il est pas mauvais. Et il finit par se dire après ça, quand il lui demande couteau sur la paume. Je pense que c'est assez évident ce que ça veut dire. Maintenant que j'y pense, je vous connais pas trop. Vous me demandez des trucs, j'ai absolument aucune idée de ce que ça fait. Ce serait peut-être bien de prendre le temps de réfléchir à ça, je sais pas trop. C'est bien d'y penser après coup, mec. Moi, à ta place, j'y aurais pensé avant la boisson bizarre. J'aurais fait ça avant la boisson bizarre, mais c'est bien de le faire après coup. Ça tombe plutôt bien que la boisson ait rien fait de spécial. Pour l'instant. J'avoue, c'est bien qu'ils se reprennent là-dessus. Dans un sens, c'est un peu drôle parce que je trouve que il allait très vite, très loin pour ce tableau sur lequel il fait une obsession pour une raison que je trouve un petit peu forcée. Je vous cache pas, depuis le début, je trouve ce miroir, c'est important. Pourquoi? Je veux dire, ok, ça pourrait être une petite question que tu te poses, mais ça devrait pas être oh mon dieu, ce miroir super important. Là, on essaye d'appuyer que ouais, ça devient une obsession
et qu'il faut un petit peu revoir à la baisse, surtout après ce qu'elle demandait, et en sortant un peu, en quittant cette espèce d'obsession qu'il a accaparé pendant genre une journée et demie, un truc comme ça, il reçoit les messages de réponse des 4 autres royaumes, parce que bon, je rappelle quand même qu'il a fait ça au tout début de la saison, les 4 royaumes sont favorables pour se réunir et préparer un grand conseil de guerre pour lutter contre Xalia, apparemment. Enfin bon, hein, pour l'instant c'est pas clair, il a juste lu les missives, il dit ah ils sont d'accord pour se réunir. J'imagine que c'est bien parti pour. À nouveau, comment le conseil de ce royaume-là va le prendre alors qu'ils n'étaient pas d'accord pour ça, je suis impatient de voir comment ce sera traité ça. En tous les cas, en ayant compris ça et en ayant pris un petit peu mal quelques remarques du coursier, il finit par se dire ouais ok, sur le fait d'avoir passé autant de temps sur Civil War, c'était peut-être un petit peu con. Il y a des choses peut-être plus importantes à régler sur le coup, donc on va mettre ça en suspens. On dit tant pis, monsieur l'inconnu à la peau univers, etc. On verra plus tard. Hein, pour l'instant, non. Hein, c'est un peu ça. Et je trouve que c'est pas trop mal du tout dans la mise en scène. À nouveau, le seul problème que j'ai, c'est pourquoi c'était une obsession à ce point au départ. C'est le seul truc qui me pose un peu problème, mais globalement c'était plutôt bien fait. Et ouais, l'intrigue centrale, une fois de plus, autour de nos 3 héros, enfin 3 héros et leurs 2 animaux de compagnie maintenant, c'est passable, j'ai envie de dire. Je trouve que ça apporte pas grand-chose, techniquement, à part introduire un personnage qui sera peut-être important, j'en sais rien, j'ai pas encore retenu son nom. Bon, déjà, ils sont sur leur phénix, il y a Callum qui se dit, tiens, est-ce que je pourrais un peu me créer une espèce de communion avec la nature en devenant une sorte de moine zen. Genre, je vais méditer, entrer en communion avec l'air, et comme ça, la magie du ciel me viendra. Bon, ça marche pas trop. Surtout que peu de temps après, le phénix commence un petit peu à tomber en piquet. Et c'est un truc qu'il aurait pu faire un tout petit peu mieux. Je veux dire, il commence à fatiguer. Ok, il commence à fatiguer, pose-toi en douceur. Attends pas d'aller super mal pour tomber en piquet et dire ah, ça va super mal. C'est pas très prévenant de ta part, mec. Surtout quand il y a Ezran et Zim qui manquent de tomber d'un ravin à cause de ça. C'est juste un truc comme ça. Mais bon, bref, le mec il fatigue. Le phénix il fatigue parce que, étant donné qu'il est lié au pouvoir de la lune, il perd sa capacité, il devient de plus en plus faible chaque fois une fois qu'il est assez éloigné de l'onyx lunaire. Parce que la lune, au bout du compte, ne marche que à certaines périodes, je sais pas exactement. Il pourrait pas juste attendre que la nuit tombe et donc la lune serait là. Non, c'est en lien avec cette espèce de temple. Ok, vous savez quoi, c'est une justification acceptable. Mais bon, à cause de ça, ils vont devoir poursuivre sans lui. Et la prochaine étape, c'est de passer par la mer. Ce qui ne fait pas très plaisir à Rayla, parce que je rappelle qu'elle a un petit peu peur de l'eau. Mais elle est prête à faire ce sacrifice, parce qu'il faut aller au plus vite. Et vraiment, waouh, le trajet prend des plombs. Je rappelle une fois de plus que Amaya, c'est bon, hein. Ça fait des jours et des jours qu'elle est arrivée à la frontière entre Xatia et le continent humain. Et là, on est toujours au stade, il reste pas mal d'escales de notre côté, alors que vous venez de faire une grosse partie à vol de phénix aussi. C'est... La différence fait tellement bizarre pour moi. Je vous jure, je vous jure, bref. Donc ils doivent passer par le port. On rejoue sur les délires de Rayla qui a ces espèces de blagues très bateau sur les humains. Et on finit par trouver un capitaine de bateau qui n'aura pas trop de problème avec Rayla parce que il a les 2 yeux crevés. Il est aveugle. Et c'est un peu de dire qu'il a 2 cache-œils comme ça, c'est pour la blague. Et il arrive à se situer grâce au son,
apparemment, grâce aux autres sens, et je suis désolé, mais à un moment donné, quoi, c'est tough. Le gars, c'est tough. Déjà, c'est un putain de miracle que vous ayez pu trouver un capitaine qui marche, parce que vous le trouvez hors champ en plus. Hein. C'est pas, oh mon dieu, on va chercher, etc. On a trouvé le capitaine hors champ. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à croire que ça va être un perso important. Hein, si c'est comme ça que vous l'introduisez. Mais ouais, le mec, c'est une espèce de marin d'eau douce, un petit peu taré sur les bords. Mais au-delà de ça, en termes de capacité, en termes de caractère, c'est pas ça, mais en termes de capacité, bah, c'est tough, quoi. C'est tough, je vois rien, mais je sais me repérer parfaitement avec mes autres sens. Regardez, à un moment donné, les gars, je rappelle quand même que le scénariste de ce gars a travaillé sur Avatar, le dernier maître de l'air. C'est bien de pas trop recopier les trucs, quoi. Pas trop quand même. Enfin bref, il est prêt à appareiller pour partir de l'autre côté de la baie, quoi. Seulement, il y a un petit problème, une tempête va se lever. Il suffit d'attendre quelques jours et ça ira, mais non, il faut qu'on aille vite. Donc peut-être qu'en allant vite, qu'en partant tout de suite, on pourra devancer la tempête. Et attention, spoiler alerte, non, non, ça ne passe pas. Voilà. Bon, ça donnera quelques petits moments de dialogue où on essaye vraiment de mettre en place le fait que Kaloum va essayer d'apprendre à être en communion avec la nature pour avoir sa putain de magie. Ça a l'air d'être parti pour ça. Honnêtement, j'avoue que je préfère un petit peu ça, le fait de justifier à ce point le parcours un petit peu mental de Kaloum pour que plus tard, parce que je suis presque sûr que ça finira par venir, il finisse par maîtriser la magie de lui-même. Je suis sûr que ça finira par venir, ça. Mais ça fait un peu gros la façon dont on présente ça. Je sais pas, le fait que le marin, comme par hasard, qui est aveugle, sente le vent et il voit un petit peu comment tourner ses voiles pour bien faire les choses comme il faut. C'est un peu grossier, c'est un peu facile le parallèle, comment on le fait, quoi. Et avec ce qui se passe, malheureusement, ils vont pas assez vite et la tempête les rattrape. Ils n'ont pas parcouru suffisamment de chemin et donc ils peuvent soit rebrousser chemin, ce qui veut dire braver la tempête dans l'autre sens, qui est un peu con, soit rester sur place et, et permettre à Kaloum d'essayer de rentrer davantage en communion avec le ciel. C'est-à-dire maintenant que le tonnerre gronde, etc., je me dis, oh, je ressens quelque chose, j'ai peut-être une affinité, peut-être que ça me viendra si je fais quelque chose en plein cœur de cette tempête qui ne touchera pas le bateau ou la mer, mais ça touchera cette île où on est, une île qui est là. Histoire de dire, hein. Et il va avec Zim. Il essaye à nouveau 2-3 trucs de méditation sous la pluie battante, ça marche toujours pas. Il se dit, tiens, il y a cette espèce de concentration là, cette espèce de truc paratonnerre. Peut-être que si j'y vais, ça marchera. Au moment où il met la main sur un petit paratonnerre, il dit, ouais, peut-être que ça viendra. Je dis, ouais, je vais risquer ma vie comme un demeuré. Mais après quelques dizaines de secondes, il se dit, peut-être pas quand même. Putain de pas. Je vais peut-être pas risquer stupidement ça. Il y a peut-être d'autres moyens. Non, je me retire pour l'instant, ça va. Seulement, à ce moment-là, il y a la tempête qui tombe sur Zim. Enfin, le tonnerre qui tombe sur Zim. Et je vous cache pas une fois de plus, l'humour a ses hauts et ses bas dans cette série. Déjà, au moment où il part essayer son petit pèlerinage rapide, il y a Rayla qui dit « Hey, si tu meurs, je te tue !» Vraiment, c'est le truc qui a jamais été drôle pour moi. Je vous jure, c'est censé être une blague, ça. Et bon, en revenant, il nous fait le petit suspense. Mon Dieu, il a été touché, Zim, oh là là, ça a l'air grave. Ça va d'aller en fait, c'est bon. Et donc Zim aussi dans la combine, quoi. C'est-à-dire que, ouais, il bouge pas, il est dans ses bras comme ça, à rien faire. Ils se sont dit, on va faire une blague en fait. On va faire une blague. Jim a été touché par le tonnerre, vous allez croire que c'est grave, etc. Et ben non, en fait, il va bien. C'était la blague. Waouh.
C'est presque un... T'as cru que j'étais mort, ça, c'est ridicule. C'était super marrant, hein. Heureusement que vous avez fait cette blague. Mais bon, voilà, il sent un petit peu mal, Kaloum, après ça, parce qu'il voulait quelque chose, mais il n'a pas atteint ce qu'il pouvait. Il y a un moment un peu joli entre lui et Rayla, parce que là, elle est contente qu'il aille bien quand même. Il aurait pu aller très bien sans faire cette merde, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je m'attendais à ce qu'il se passe un truc au passage, hein. Quand Zim s'est fait toucher par le tonnerre, et qu'apparemment c'est un dragon du ciel, ou un truc comme ça, et donc il est lié à l'élément du tonnerre, parce qu'on m'a dit ça en commentaire, il est lié à l'élément du ciel, c'est pour ça qu'il faut une tempête du tonnerre pour qu'il naisse, et ça, ok, oui, parce que le ciel ne marche que par les tempêtes, etc., bien sûr, oui, ça justifie absolument tout, bien sûr. Donc, ouais, étant donné qu'il est lié au ciel, donc et au tonnerre apparemment, hein, je m'attendais à ce que ça lui fasse un truc, mais non, ça l'a juste chatouillé, et ça n'a rien fait de spécial apparemment. Je dirais peut-être que ça réveillerait avec quelques petits pouvoirs latents, rapides ou quoi que ce soit. Quitte à ce que ce soit forcé comme ça, mais non, même pas. Enfin, apparemment, hein, peut-être, par la suite, on verra. C'était passable cette partie-là, hein. Autant j'ai apprécié très sincèrement les parties sur Amaya et sur Viren. Voilà, cette partie-là, j'ai trouvé assez superflue, quoi. Ça apportait pas grand-chose. Et je pense qu'en 2 minutes, ça aurait pu être bouclé ce que ça a mis en place, quoi. Ils ont trouvé un capitaine pour les amener à bon port. Au bout du compte, ils vont devoir attendre un peu parce qu'il y a une tempête. Et ils vont entrer en communion avec les éléments pour la magie, Kaloum. Ça aurait pu se faire en 3 minutes, je pense, ça. Mais vous avez fait durer ça un peu plus longtemps pour, honnêtement, pas grand-chose. Mais bon, vous avez appuyé, j'imagine, le dilemme personnel de Kaloum, mais j'imagine que c'est important. Sur le coup, je vous cache pas que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais sans doute que c'est important. Donc, on verra par la suite. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!